fait est mis en exploitation. Ça veut dire que effectivement le train peut rouler à cette pointe-là. Après, il y a ce qu'on appelle la vitesse commerciale. Ça veut dire que si, par exemple, un train doit faire un trajet omnibus, ça veut dire un train doit s'arrêter à toutes les 14 gares ou les 13 gares. Voilà, il n'a pas forcément le temps d'aller. C'est 45 minutes. Voilà, donc ce temps-là, il faudra ajouter les temps de parcours, enfin les temps d'arrêt, ce qui fait, et puis surtout quand on est en pré-exploitation, ça veut dire que les temps d'arrêt peuvent être légèrement augmentés pour donner encore la possibilité aux gens de s'approprier l'outil. Et petit à petit, on arrivera à réduire les temps d'arrêt et avoir des temps d'arrêt assez courts, toujours dans la dynamique de rendre le temps de parcours le plus réduit possible, de sorte que ça soit compétitif. Parce qu'en fait, il y a l'autoroute. Oui. L'idée, c'est que d'être plus rapide, d'être plus rapide, d'être moins cher. Je suis déjà revenu sur les performances et la pertinence du train. Un train est plus sûr que la voiture, de 70 fois. Un train est aussi sûr que l'avion. Et puis sur les performances environnementales, ça n'a rien à voir. Si vous prenez le secteur des transports dans la globalité, il est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre. Et sur ces 16%, la part du ferroviaire n'est que de 0,4%. Donc le train, c'est vraiment le mode de transport lourd en zone dense le plus pertinent. Ça, c'est valable dans toutes les grandes villes européennes et dans toutes les grandes villes aussi africaines. Merci beaucoup, cher Ibrahima Ndiaye, pour toutes ces précisions importantes pour les Sénégalais qui découvrent ce bijou. Donc, on a un peu une idée plus claire du temps d'arrêt, du temps de trajet. Omar, tu as quelque chose à rajouter avant? Non, juste pour ajouter que pour les villes africaines, pour les capitales africaines, on connaît la typologie spatiale de ces villes, on connaît leur typologie démographique. Disposition, une ce qui est valable pour Dakar, l'est certainement pour Abidjan, la mine Fall et etc. Donc clairement, je pense que le TER, c'est une grande révolution. Fait par le Sénégal. Une révolution au Sénégal, le TER, train express régional en est un. Les Dakarois s'approprient déjà le nouveau moyen de locomotion avant même de l'avoir arpenté. Aujourd'hui, avec le TER, un TER de dernière génération qui marche avec le diesel, qui marche avec le courant. Aujourd'hui, même s'il y a coupure de courant, le TER va continuer donc à fonctionner. Mais le gain de temps, il n'y a pas d'embouteillage. Donc tu sors de Pékin en 15-20 minutes, mais tu es à Dakar, tu règles tes problèmes et tu retournes à Pékin ou à Diamniadio. La construction du TER répond notamment à la volonté de désengorger la capitale et par ricochet de moderniser le secteur du transport. Le TER, normalement, ça doit être plus rapide que les transports en commun. Parce qu'avec les routes, les embouteillages et tout, on peut arriver tard. Du coup, pour le train, on peut arriver vite, même avant l'heure même. S'ajoutant à une offre de transport déjà existante, le TER est même parti pour absorber les autres moyens de transport, si l'on en croit les usagers. En termes de mobilité urbaine déjà, en termes de désengorgement, c'est important parce que tout le monde subit la circulation à Dakar et c'est monstre en fait, c'est compliqué pour tout le monde et à tous les niveaux et vous verrez qu'à terme, je pense que beaucoup de gens gareront leur voiture pour prendre le train. Et toutes les dispositions sont prises pour l'accompagnement des clients dans leur voyage. Alors, concrètement, on a des équipes qui roulent de 5 h du matin à 23 h pour pouvoir accueillir les clients. Donc les trains, vous savez qui commencent à rouler à 5 h du matin et les derniers, on les a à 23 h. Donc on a besoin d'avoir des agents, services voyageurs en gare, dans les halls et sur le cheminement des clients pour pouvoir en fait orienter, informer les clients sur les titres de transport, l'achat des titres au niveau des distributeurs, les titres de transport automatique, etc. Le TER plaît et séduit déjà son monde. Toute la question est maintenant de savoir si le TER parviendra à mettre fin aux bouchons monstres que connaît la métropole sénégalaise. Le TER en chiffres, c'est plus de 5 ans de travaux, près de 1000 milliards de francs CFA d'investissement et 8500 travailleurs sénégalais. Les détails avec Marcel Farba-Maroun. Après 5 ans de travaux, le train express régional est fonctionnel depuis ce lundi, suite à la signature d'un contrat pour la fourniture de 15 trains entre l'État du Sénégal et le groupe français Alstom. L'inauguration technique est effectuée en janvier 2019. Prévu en 2020, le lancement du TER est reporté d'abord au premier semestre 2021, puis au 24 décembre, avant donc ce 27 décembre, d'un coût de 780 milliards de francs CFA hors taxes, dont 76 milliards pour la libération des emprises et 10 milliards d'accompagnement pour les projets sociaux. Le projet du train
express régional a été financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 197 milliards de francs CFA, mais aussi la Banque africaine de développement à hauteur de 120 milliards de francs CFA, France Total pour 196,6 milliards de francs CFA, l'Agence française de développement pour 65 milliards de francs CFA et l'État du Sénégal qui a complété le reste, entre autres. Il s'agit de prêts concessionnels avec 2% d'intérêt pour une durée de 25 ans. D'une vitesse de pointe de 160 km à l'heure, le TER fonctionne en mode électrique et thermique et desservira 14 gares pour 196 trajets par jour entre Dakar et Diamniadio. 3 voies constituent l'itinéraire, dont 2 standards et une métrique d'une longueur de 36 km chacune. Pas moins de 115 000 voyageurs emprunteront le TER chaque jour, l'infrastructure étant dotée d'une capacité maximale de 565 passagers. Les tarifs, eux, s'étalent comme suit: de Dakar à Thiaroye, 500 francs CFA, de Dakar à Rufisque, 1000 francs CFA, de Dakar à Diamniadio, 1500 francs CFA et les voyageurs de première classe, 2500 francs CFA. Rappelons que 8500 travailleurs sénégalais ont participé à la construction du TER qui génère 1000 emplois directs et 2000 indirects. L'intersyndicale des cheminots du Sénégal se félicite de la mise en circulation du TER, même si elle n'est pas impliquée dans le projet. Les travailleurs espèrent toutefois que l'État va s'attaquer à la relance du chemin de fer du Sénégal. On se félicite vraiment de ce projet qui va quand même aider les populations du Sénégal à se déplacer vite, en confort, dans un confort et puis vers la capitale Dakar. Je ne dis même pas en tant que cheminot, mais en tant que Thiessois, nous avons tous le cœur gros quand on voit le chemin de fer dans son état actuel. Un chemin de fer qui a quand même participé à l'indépendance du Sénégal, à la libération de l'Afrique, qui symboliquement a participé à l'émergence de l'économie sénégalaise à tous les niveaux. Donc le chemin de fer ne mérite pas ce sort. Moi, je pense que le président de la République l'a bien compris et certainement à la suite maintenant d'avoir achevé le projet du train express régional, il va en fin de compte se pencher résolument sur le projet de relance et de réhabilitation du chemin de fer. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cet événement. Tout autre chose, proposition de loi relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation de nos hydrocarbures. La société civile formule ses recommandations à travers un atelier organisé ce matin. Elle espère que le chef de l'État, Macky Sall, qui a voulu leur accorder du temps, va introduire ces propositions dans le texte. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Diafara Ba. La société civile veut s'approprier le projet, raison pour laquelle elle avait sollicité un peu de temps pour étudier le texte et pouvoir formuler des recommandations. Donc le premier objectif de cet atelier, c'est d'abord une présentation, une appropriation de cette loi par les acteurs de la société civile dans les détails. Ça nous permet d'avoir connaissance des tenants et des aboutissants de cette loi. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif maintenant, c'est d'apporter des contributions pertinentes en termes de consolidation de cette loi, en disant voilà les points forts, les points faibles, afin que des correctifs aux besoins soient apportés. À l'issue de cet atelier, toutes les propositions seront rassemblées. Elles seront envoyées au Conseil des ministres, mais également aux parlementaires. Pour faire en sorte que nos préoccupations soient intégrées dans ce projet de loi-là, non seulement en Conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale. On n'écarte même pas la possibilité de renforcer les capacités des députés, de faire un atelier avec des députés qui le souhaitent pour partager le contenu de cette loi. Le réseau Sigil Djiguen a étalé ses préoccupations. Selon la présidente, des faveurs doivent être faites aux couples mère-enfant. Nous voulons que la santé soit prise en charge sérieusement, les gaps de santé de la mère et de l'enfant. Et le couple mère-enfant aussi, ses besoins, c'est l'éducation. Alors nous voulons que l'éducation soit prioritaire. Et nous voulons aussi que véritablement nous puissions être au cœur des préoccupations dans tous les domaines de développement, particulièrement les femmes qui sont dans l'informel. Le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal sera soumis mercredi prochain au Conseil des ministres. Le représentant de l'État dans cet atelier rassure la société civile, leurs recommandations seront prises en compte.
proposition de loi criminalisant l'homosexualité. L'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy se dit étonné par le communiqué du groupe de la majorité. Pour lui, c'est au bureau de l'Assemblée nationale de statuer sur la proposition de loi. Selon lui, le code pénal n'a pas pris en compte les transgenres et les bisexuels. C'est au bureau de l'Assemblée nationale de statuer sur la proposition de loi. Si la proposition de loi, dans le fond et dans la forme, est adéquate, et si elle n'a pas d'incidence financière, c'est pourquoi beaucoup de projets de loi sont rejetés, c'est l'incidence financière. Et cette loi-là est une loi morale, elle n'a pas d'incidence financière. C'est à la commission technique de rejeter ou non cette proposition de loi-là. Et à ce niveau aussi, il a dit que dans le code pénal, la question de la criminalisation de l'homosexualité a été déjà prise en charge. Mais je rappelle que l'homosexualité, telle que comprise dans notre société, c'est entre un homme et un homme ou une femme et une femme. Mais on n'a pas pris en charge, on n'a pas pris en compte les transgenres et les bisexuels. Donc on parle aujourd'hui de LGBT. Donc cette loi-là, c'est dans cette dynamique-là qu'elle a été amenée à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à un groupe parlementaire de rejeter un projet de loi, mais c'est aux parlementaires de voter pour ou contre ce projet de loi. Vous savez, il y a des avis divergents. Pour lui et pour d'autres, c'est une posture politique de l'opposition qui veut vraiment mettre en mal le chef de l'État avec les populations. Il y a aussi l'expression de chefs religieux et d'autres de la société civile qui sont inquiets, des populations qui sont inquiets, qui voient un peu la pression des institutions internationales qui aujourd'hui, pour avoir certains fonds, vont faire passer des critères de respect des droits des LGBT. Et donc ça touche directement notre culture et notre religion. Mise en place depuis 2013, la stratégie nationale de protection de l'enfant suit son cours. Ce lundi, la direction de la promotion des droits de l'enfant a organisé une rencontre de partage sur des résultats provisoires de l'évaluation de cette stratégie nationale de protection de l'enfant pour analyser les liens, les points et performances notés dans la politique de l'enfance depuis l'adoption de la SNPE. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant. À cet effet, le Sénégal a mis sur pied une stratégie nationale de protection de l'enfant dont les résultats à mi-parcours ont été significatifs. Par rapport à la protection des enfants, que 10 943 familles ont bénéficié d'un apport pour que les enfants puissent rester sur place. 419 enfants ont été retirés de la rue, amenés au centre Guindi. Parmi ces 419 enfants, il y a eu 45 filles qui ont été formées, même au centre Guindi, avant de ramener ces enfants au niveau de leur famille d'accueil. Il y a 847 cases de tout petits qui ont été construits ici au niveau du Sénégal. 543 centres DV qui ont été construits dans plus de 7 régions au niveau du Sénégal. Même si jusque-là, l'enfant au Sénégal est victime de violences tous les jours. Tout le monde sait qu'il y a une maltraitance tant des femmes que des enfants. Tout le monde sait que depuis un moment, avec la Covid-19, il y a une recrudescence des violences, tant au niveau des familles qu'au niveau de la rue. Tout le monde vit une pandémie et une pandémie, c'est international. Nous déplorons toute forme de violence qu'un enfant puisse vivre parce que c'est dramatique. Ce document de stratégie nationale de la protection de l'enfant est une réponse aux difficultés dont fait face les systèmes de protection des enfants. La politique, il y a une opérationnalité. Au-delà de ça, il y a une révision même. Il y a une révision même du cadre juridique. Il y a une révision du cadre institutionnel des enfants. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça touche le cadre institutionnel. On est en train de voir quels sont les textes, qu'est-ce qui tourne autour même de la consécration des droits des enfants. Qu'on change la façon de vivre des enfants alors qu'il n'y a pas une vision qui est déjà tracée. Il n'y a pas une stratégie qui est déjà bien définie, une ligne de conduite qui est bien tracée. Un monde où chaque enfant jouit de ses droits en toute égalité et en toutes circonstances. Le vœu de l'État à travers cette stratégie de protection des enfants. Restons avec les tout-petits. Les enfants de Saint-Louis ont reçu un appui des acteurs sociaux de la vieille ville. Une occasion pour les acteurs de plaider en faveur du retrait des enfants de la rue et de la protection des jeunes. Dans la vieille ville, plus de 900 enfants errent chaque jour dans les rues. L'organisatrice de l'événement, Sorna Ndiaye, avec notre équipe à Saint-Louis. Voilà, nous avons offert environ 200 vélos répartis entre 2 et 7 ans. Et je crois que les enfants sont partis très heureux. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement, mais il faut renforcer. Nous sommes dans un pays à dominance jeune, surtout les enfants de moins de 17 ans. Je crois qu'il faut nécessairement des politiques publiques en faveur des enfants.
L'enfant doit être encadré, doit être éduqué. Et c'est aujourd'hui un plaidoyer que nous tous nous portons. Et je crois que des efforts seront faits et renforcés pour que les enfants puissent quitter la rue et puis retrouver l'école ou bien toutes sortes d'éducation. Tout le monde œuvre pour que l'enfant puisse quitter la rue et retrouver l'école. Parce qu'un enfant doit aller à l'école. Il faut qu'un enfant soit éduqué. Et je crois que nous tous nous œuvrons pour que les enfants puissent quitter la rue et retrouver l'école. Et puis un mot de sport, Cannes 2021, début du regroupement des Lions du Sénégal ce lundi à Diamniadio, une entame de préparation qui va se faire sans la présence des internationaux qui évoluent en première ligue anglaise suite à la décision de la FIFA d'autoriser au club de la première ligue de garder leurs joueurs jusqu'au 3 janvier. Viet-Vo Dao, la compétition va démarrer par équipe compétition dénommée Challenge Vovinam. C'est la formation de Gandiaye qui s'adjuge le trophée remis en jeu après 5 années d'attente. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. La deuxième édition du Challenge de Vovinam Viet-Vo Dao dans l'escarcelle de Gandiaye. Au dojo national, l'équipe venue de la région de Kaolack devance les 8 autres formations qui ont pris part à cette compétition d'une haute importance. C'est la deuxième édition, on l'avait organisée en 2016 et le CNG a voulu relancer cela pour qu'en début de saison, les gens reviennent dans l'esprit d'équipe, dans l'esprit de cohésion et la famille dans les clubs avant de passer maintenant vers les compétitions individuelles. Gandiaye Vovinam succède au Vaudou du lycée des Parcelles Assainies au challenge, jugé d'un très bon niveau. Dans les démonstrations qui ont été effectuées par les pratiquants, nous avons vu la technicité, la souplesse, l'agilité et la vigueur que le Viet-Vo Dao comporte. Je crois que cette discipline qui est entrée au Sénégal dans les années 80, grâce à Maître Sen que nous avons l'honneur de rencontrer ici, a beaucoup de chemin donc à parcourir encore. Pour la suite de la saison, plusieurs compétitions sont au programme en vue de la préparation des mondiaux de 2022. Les hommes qui vont venir, l'Open des dames, la Coupe du Conseil des maîtres, les championnats régionaux, Dakar, Saint-Louis, Kaolack, etc. Et le championnat national du Sénégal qui va regrouper vraiment les meilleurs athlètes. Et en juillet 2022, nous avons maintenant le championnat du monde à Paris. Là, vraiment, on est en train de préparer l'équipe nationale. L'équipe nationale va sortir de ces compétitions-là où on va détecter les meilleurs du moment qu'on va rassembler pour aller défendre nos titres sur le plan international. Un comité national de gestion installé il y a tout juste 2 mois, le Vovinam Viet-Vo Dao prend un nouvel élan au Sénégal. La multiplication des compétitions, c'est pour même prendre son envol. Merci cher Sadibou. Retrouvez l'info demain avec toute l'équipe de la matinale. Les programmes continuent sur TFM. Excellente soirée.